Bonsoir, très heureux de vous retrouver désormais chaque vendredi soir pour notre rendez-vous littéraire Café Picouli. Voyons tout de suite le menu. La question de notre échec et mat sera ce soir: la philosophie est-elle à vivre? Pour y répondre, Luc Ferry qui publie Apprendre à vivre, petit traité de philosophie à l'usage des jeunes générations, et Frédéric Schifter pour le philosophe sans qualité. Dans la séquence décalage, Emmanuel Debrand, le chroniqueur mondain, commentera quelques pages de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Dans Ping Pong, Jean-Paul Eltoven, qui vient d'écrire La dernière femme, répondra à une critique pas très câline de Baptiste Liger du magazine Technique Art. Ce soir, c'est Alexandre Jardin qui nous fera partager sa passion d'auteur pour Paul Morand, qu'il évoque dans son dernier ouvrage, Le roman des jardins. Jonathan Coe se dévoilera dans son journal intime, mais toujours à sa manière, c'est-à-dire avec beaucoup d'élégance. Anne Lenner sera notre inattendu avec un très émouvant K1K. Enfin, je donnerai un petit coup de pouce à un ouvrage que j'ai particulièrement aimé. Voilà, vous connaissez le menu de l'émission. Maintenant, je vous propose de me rejoindre à l'intérieur pour notre première rencontre. La philosophie est-elle à vivre? Alors je vais présenter nos deux invités, Luc Ferry et Frédéric Schifter. Luc Ferry, présentation. Vous avez 55 ans, vous êtes fils d'ouvrier mécanicien. Oui, mon père faisait des voitures de course, voilà. Il était pilote de course aussi. Donc il était dans ce qu'on appelle un peu l'aristocratie ouvrière. Des ouvriers mécaniciens, oui. Alors vous êtes titulaire d'une double agrégation, sciences politiques et philosophie, et à 31 ans, vous avez été un des plus jeunes professeurs d'université de France. Et on vous connaît également parce que vous avez été entre 2002 et 2004 ministre de la Jeunesse, de l'Éducation et de la Recherche du gouvernement Raffarin. Frédéric Schifter, vous avez 50 ans, vous êtes professeur de philosophie à Biarritz, dont vous dites, j'espère qu'on ne vous écoute pas, que c'est la capitale de l'ennui. Oui, bon. Alors vous dites membre de la confrérie des cafardeux, comme Platon. La confrérie de la déréliction, oui. Et Aristote, Kant et Sartre, on dit que vous préférez Montaigne, Gainsbourg et Houellebecq. Est-ce que c'est... Oui, si vous voulez, tout ça est un peu un raccourci, mais pas faux non plus. Alors, vos ouvrages. Luc Ferry, Apprendre à vivre, traité de philosophie à l'usage des jeunes générations. Alors, effectivement, ce livre est un texte qui s'adresse un peu, c'est comme la philosophie racontée aux enfants et à leurs parents, un traité dont vous voulez qu'il aille à l'essentiel sans être superficiel. Quand j'ai lu votre livre, j'ai le sentiment que c'est un livre qui répond toujours à la même question, celle du salut à travers différentes époques. Frédéric Schifter, votre ouvrage, donc Le philosophe sans qualité, qui est paru aux éditions Flammarion, est un ouvrage qui est, on va dire, une autobiographie philosophique. Vous commencez d'ailleurs par vous situer comme orphelin et vous semblez considérer que c'est le point essentiel et qui explique quasiment tout par la suite. Oui, c'est exact. Et dans votre ouvrage, il y a beaucoup d'humour et un certain goût de la formule et une vision assez désespérée de la vie. Vous direz ce qu'il en est. On a l'impression, quand on a lu votre livre, que la philosophie ne vaut rien, mais que rien ne vaut la philosophie. Alors, première question, toute bête, pour vous, la définition de la philosophie. Moi, je suis très frappé par une chose, même en vieillissant, c'est que chez les premiers philosophes, chez les Grecs, on a cette idée qu'on peut bien vivre, on peut vraiment être, c'est pas être heureux, mais bien vivre, c'est un peu autre chose qu'être heureux, que si on a réussi à vaincre ses peurs. Et on peut avoir des peurs qui sont, je dirais tout bêtement, d'origine sociale, quand on est intimidé devant quelqu'un. On peut avoir des peurs peut-être d'origine plus psychologique, comme les phobies, on peut avoir peur du noir quand on est petit. Et puis il y a une peur fondamentale à mes yeux, qui est la matrice de toutes les autres, qui est évidemment la peur de la mort. Mais pas forcément la peur de la sienne. Souvent, on est plus préoccupé par la mort des autres. D'ailleurs, la première phrase de votre livre, c'est la mort de votre père.
phrase, la première page du livre, ce qui me paraît aussi d'ailleurs très significatif. Et donc j'ai été très frappé en lisant les premiers philosophes de voir que leur question fondamentale, au fond c'est la question de Montaigne, philosopher c'est apprendre à mourir, non pas du tout par délectation morose ou par passion de questions morbides, mais parce qu'on ne peut parvenir à bien vivre que si on a réussi à surmonter cette peur. Et donc ce que je donne comme définition de la philosophie très simplement, c'est une doctrine du salut, je pense comme les religions, sauf que les religions, elles nous promettent qu'on va être sauvé de cette peur de la mort ou de la mort elle-même grâce à un autre, par un autre, qui est Dieu, avec un grand D, alors que la philosophie, elle a cette espèce d'orgueil fou, cette espèce d'arrogance initiale que d'ailleurs tous les grands penseurs religieux, chrétiens notamment, vont lui reprocher. Saint Augustin, Pascal détestent ça chez les philosophes, cette espèce d'arrogance qui consiste à dire on va vaincre la peur par soi-même, c'est-à-dire par l'exercice de sa propre raison. C'est bien ça qui m'ennuie un peu avec la philosophie, c'est justement cette prétention. C'est-à-dire que, oui, il y a deux formes de pensée concurrentes, rivales, comme vous l'avez dit. Il y a la religion qui propose un salut qui viendrait de l'extérieur, qui serait un salut venant de la transcendance, et il y aurait un salut immanent qui viendrait de soi-même. Comme si nous étions les mieux placés, nous les pauvres mortels, pour nous préserver de cette peur fondamentale qui est celle de la mort. Et ce qui mérite un peu dans certains systèmes philosophiques, c'est qu'ils tentent de rivaliser avec la religion. Et finalement, il me semble qu'il y aurait peut-être plus de profit pour les gens à s'en remettre, en effet, à des églises ou à des sectes. Ils trouveraient davantage leur profit pour se consoler de l'idée qu'ils vont mourir ou de la frayeur qu'ils vont mourir, plutôt que de s'en remettre aux philosophes qui, provocation, ça, sont bien compliqués pour ça. Ce qui m'intéresse justement moi dans la philosophie, c'est de voir à quel point cette forme de pensée qui se veut décalée par rapport à l'opinion courante, qui veut prendre à contre-pied même les croyances, les superstitions, les préjugés ou alors les peurs populaires dont vous parliez, et d'une façon générale qui se veut une pensée lucide. Ce qui m'amuse, c'est de voir à quel point la philosophie reconduit en son sein de grandes illusions, qui feraient de nous des gens souverains de notre destin, de notre vie, etc. Alors que, comme disait Fitzgerald, la vie est un processus de démolition. Encore un optimiste. Et de hasard. Et de hasard. Adieu les beaux projets, si vous voulez. Alors, si vous prenez les grands démolisseurs d'illusions, par exemple, prenons Nietzsche, il y a quand même une idée qui va reprendre aussi bien aux épicuriens qu'aux stoïciens, à Spinoza, qui va traverser toute l'histoire de la philosophie. C'est qu'il y a deux mots qui pèsent sur l'existence humaine, il y a deux fatalité qui nous empêche de vivre, c'est le poids du passé, c'est-à-dire qu'on vit dans la nostalgie du passé, des paradis perdus. Quand le passé a été magnifique, quand l'enfance a été merveilleuse, alors on regrette son enfance perdue. Quand elle a été atroce, elle nous poursuit toute la vie, on va chez le psychanalyste pour expliquer qu'on est malheureux et tout. Et ensuite, il y a une autre fatalité, une autre catastrophe qui pèse sur nous, c'est l'espérance d'un avenir meilleur et l'idée que dans le futur, ça va aller mieux. Et nous passons notre vie entière à imaginer que, d'abord être dans le projet, ce qui est idiot, ou à mon avis en tout cas, et à imaginer qu'en achetant une voiture, une maison, ou en changeant de métier, ou de femme, ou de mari, on va être plus heureux. Bon, ces deux mots qui nous culpabilisent sans arrêt nous empêchent de vivre le présent, qui est au fond la seule chose qui vaille et la seule chose qui existe vraiment. Un mot sur l'idée que l'on pourrait vaincre d'un côté la nostalgie et de l'autre côté l'espoir. On espère pouvoir se débarrasser de l'espoir, on espère pouvoir se débarrasser de la crainte, mais justement, et on finit peut-être par prendre son désir pour la réalité et donc reconduire une illusion, là même on croit la détruire. Cette philosophie qui nous propose à agir, n'est-ce pas, qui nous propose d'agir dans le sens d'un oubli du passé comme du futur, enfin, à mon avis, c'est une philosophie encore de l'espérance. C'est une philosophie... Aucune emprise possible ? Aucune emprise possible, je ne crois pas. La philosophie, même chez Spinoza, même chez Nietzsche, même chez Épicure, même chez les plus grands pourfendeurs de l'illusion, même chez ceux qui ont vraiment bu le vin jusqu'à la lie, ceux qui ont vraiment compris ce que ça voulait dire que Dieu était mort. Ce que je voulais pointer, c'est le fait que même ces philosophies-là, elles sont même les plus déconstructrices, elles sont quand même des doctrines du salut. Ce qu'il y a de génial dans la philosophie, c'est que même si on fait pas, on se dit, bien, on ne faut pas se dire, ah bon, je vais lire la philosophie pour après être heureux et puni. Bon, c'est pas comme ça, mais ce
quiconque lira les très grands philosophes, il trouvera quand même, c'est au moins l'explicitation avec lui-même de tout ce qu'il pense de plus profond. Ça, Et c'est le autre trouvera. chose, l'explicitation. Mais c'est déjà, ça c'est une Ça, forme c'est de pas suffisant, libération. ou vous Mais êtes d'accord c'est là-dessus, pour sur moi- ce plan? C'est pour moi peut-être la libération maximum. Et Non, mais là, la philosophie ne nous apprend pas à vivre. Là, elle nous apprend à lire. On a des éclaireurs, on a des gens qui, voilà, qui nous permettent d'accéder à ce qui est, me semble-t-il, le trésor de la philosophie. À ce niveau-là, simplement, c'est la lucidité. Mais quand elle éclaire l'homme, quand elle essaye d'éclairer l'homme et quand elle essaye de montrer justement où vont se nicher toutes ces illusions. Et je pense que cette lucidité, d'abord, n'est pas hors de la vie. C'est lire, ça n'est pas hors de la vie. C'est pas de l'action, mais c'est pas hors de la vie, ou c'est une autre forme d'action. Et ensuite, je crois que ces grandes visions du monde philosophique, ou ces grandes constructions philosophiques, peu importe comment on les appelle, elles éclairent un certain nombre de partis pris, parce qu'en gros, nous sommes dans des partis pris. On peut, vous savez, il y a des gens qui sont toujours dans la nostalgie, ou toujours dans l'espérance, d'autres qui sont dans la légèreté, dans l'insouciance. Vous avez des partis pris. C'est vraiment le génie à l'état pur. Je n'ai que des partis Voilà. pris. Ah oui. Je n'ai que des partis pris et j'ai même Non, pas envie dites de ça, justifier. non, mais- Vous noterez quand même que depuis au moins une bonne décennie en France, les livres de philosophie qui se vendent le mieux, ce sont des philosophies qui nous invitent à des formes de vie. Je vais Et être l'autre- trivial, vous voulez dire que la philosophie est passée au rayon du bien-être? Oui, je crois que la philosophie propose des recettes d'existence, des recettes de bonheur, des recettes de... Alors, du coup, on ne sait plus très bien où elle se situe, dans la psychologie, dans la recette de... Bon, alors... Est-ce qu'elle en est là, la philosophie, à votre avis? Moi, je verrais dans la philosophie plutôt, comment dire, une interprétation laïque, au fond non religieuse, on va parler simplement, de la religion grecque. C'est-à-dire que dans la religion grecque, vous avez des entités, je sais pas, Ouranos, le ciel, Gaïa, la terre, vous avez toute une série de dieux qui représentent des éléments. Et puis, au bout d'un moment, Zeus, le chef des dieux, si je puis dire, Oui. après la guerre contre les titans qu'il a gagné, il finit par faire un partage, et puis il met chaque chose à sa place. Et c'est comme ça que l'idée de cosmos apparaît. L'idée justement que tout est ordonné, parce qu'après cette espèce de chaos qui a été la guerre entre les dieux et titans, eh bien Zeus a réussi à mettre chacun à sa place, et au fond ce qu'il propose aux hommes, c'est de s'accorder à cet ordre du monde bien supérieur à eux, et dans lequel il les invite à entrer. Donc moi je vois plutôt dans la naissance de la philosophie quelque chose d'assez joyeux, qui est une sécularisation de la religion grecque. Il y a des philosophes qui, obsédés par la cohérence ou la cohésion de leur système, eh bien, oublient peut-être le travail d'écrivain. Alors il faut que ça colle, il faut que ça rentre, il faut que le puzzle, toutes les pièces du puzzle soient véritablement agencées de telle sorte que ça donne une image effectivement de cohérence absolue. Et alors là, c'est le philosophe se prend pour Dieu, il surplombe le monde et après il dit voilà, moi le monde il est comme ça et je vous le donne. Voilà. Et puis il y a le penseur qui est plutôt dans le fragment, qui justement qui lui prend des pièces du chaos sans essayer du puzzle, sans essayer d'en faire un justement. Et je m'en tiendrai à cette formule de Suran que je trouve excellente, elle est très vache, mais enfin elle est excellente. Il dit les philosophes écrivent pour les professeurs et les penseurs pour les écrivains. Voilà, et je trouve que là c'est imparable. Alors, au terme de ce débat, je vais vous demander une phrase. Ça va être un exercice extrêmement difficile, j'en ai bien conscience. Aïe, aïe, aïe. Pour revenir sur notre thème, la philosophie est-elle à vivre? Luc Ferry. Pardon, je veux pas être lacanien, mais c'est aide-t-elle à vivre ou est-elle à vivre? Je dirais les deux. Est-elle à vivre? Oui, bien sûr, à mon avis, c'est même la seule chose qu'on doit en faire, c'est de la vivre. Et du coup, si on la prend comme ça, oui, elle aide à vivre, non pas au sens où ce serait une béquille ou une thérapeutique, mais au sens où elle élargit la vue, la lucidité, et que je crois que, un peu pour le coup, comme dans la psychanalyse, la lucidité est quand même toujours préférable à l'illusion. Moi je dirais qu'on n'a pas le temps d'apprendre à vivre. Donc de ce point de vue-là, elle est vaine. Mais en revanche, la philosophie est un honnête divertissement, comme disait Montaigne. Bien, en tout cas, j'espère que, comme vous l'avez dit tout à l'heure pour votre rencontre, que ce soir pour vous, ça aura été une rencontre. Pour nous, ça en a été une. Et je rappelle vos deux livres, Luc Ferry, Apprendre à vivre, et Frédéric Schifter, Le philosophe sans qualité chez Flammarion, Apprendre à vivre était chez Plomb. Voilà, messieurs, j'espère que de cette rencontre, ceux qui nous écoutent vont avoir envie un peu de parfois retourner à la philosophie, ce qui était mon cas, et j'ai
je l'ai fait avec beaucoup de plaisir dans vos 2 ouvrages. Tant mieux. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Notre séquence décalage propose une lecture personnelle d'un grand classique de la littérature. Emmanuel de Brandt, vous connaissez, ses lunettes chic, ses petites moustaches post-Salvador Dali. C'est un expert en snob, chroniqueur mondain et scénariste de Jet Set, une satire de la société branchée parisienne. Qui de plus qualifié que lui pour nous parler du portrait que fait Marcel Proust dans la recherche du temps perdu, du demi-monde, des petits bourgeois, des fausses duchesses et des vraies cocottes. Pour ça, il est allé au musée Carnavalet où on a reconstitué la chambre de Marcel Proust. Peut-être pour y retrouver la trace de sa propre arrière-arrière-grand-mère qui aurait été une amie intime de Marcel Proust. Franchement, Emmanuel de Brandt, arrière-petit-fils caché de Marcel Proust, ce serait très tendance, non? La recherche du temps perdu, c'est quand même le secret magnifique de l'ouvrage. Il est dans le titre. Parce que finalement, le luxe ultime, c'est le temps. À l'époque où c'est sorti, le temps était très lent. Et on prenait le temps d'écrire aux gens, on attendait leurs réponses. Aujourd'hui, tu me donnes ton portable, si tu me le donnes pas, t'es un enculé. C'est autre chose. Alors il y avait un poète français qui était assez connu à son époque, s'appelait Robert de Montesquieu. Et Robert de Montesquieu était très copain avec Marcel Proust. Et Marcel lui disait, tu as pas une grande aristocrate de province qui pourrait recevoir dans son château et donner l'impression, etc. Voilà. Oh, j'ai ce qu'il te faut, lui dit Montesquieu. Tu vas chez Madame de Brandt, ma cousine, et en fin de compte, c'était exactement ce qu'il lui fallait pour faire sa galerie de portraits. Alors, il est arrivé par l'entremise de Robert de Montesquieu chez mon arrière-grand-mère. Donc, un lien se crée entre cette Madame de Brandt un peu austère et Marcel Proust, la concierge. Et il allait voir chez elle comment ça se passait. J'avais grandi à New York et le moyen, entre autres, de comprendre cette société dans laquelle j'avais atterri, vraiment comme chez les visiteurs, c'était de me replonger dans la recherche du temps perdu. Proust, qui avait tout décortiqué, l'aristocratie, la bourgeoisie, la haute, la basse, la totale. Alors il y a une manière très élégante que Proust dit, écrit comment refuser une invitation quand on est dans un salon et que ta cousine te dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais après? Viens, aujourd'hui on dirait « Viens, je fais une after à la maison. » Ah, je ne peux pas, dit Madame Delhomme, j'ai déjà un engagement, mais elle le dit d'une certaine manière et Proust le résume ainsi. Elle donnait ainsi à beaucoup de gens la joie de croire qu'elle était de leur relation, qu'elle eût été volontiers chez eux, qu'elle n'avait été empêchée de le faire que par des contretemps princiers, qu'ils étaient flattés de voir entrer en concurrence avec leur soirée. Ah oui, je m'efface dans ces cas-là. Et voilà, tout l'art de Proust, c'est ça. Il sortait dans les salons, il allait voir Bonnie de Castellane, le cousin de mon arrière-grand-mère, Madame de Brandt, les dames de la société avec leurs coiffures, leurs grandes robes cintrées de corsets, etc. Et puis, il prenait des notes, il avait le radar. Tout ça, ça s'emmagasinait dans son cerveau. Il revenait, il se mettait sur le lit, et là, il disait « Céleste, prends note !» Et tac, 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 tac. Proust était donc le concierge en chef qui dictait à Céleste, l'aimable Céleste, tous les détails de la société mondaine de son époque. Aujourd'hui, ce serait le showbiz. À l'époque, c'était l'aristocratie. Je suis snob. Dans la recherche du temps perdu, mais ce qui est très amusant, c'est la description des efforts désespérés de Madame Verdurin de faire de son salon minable quelque chose d'à peu près intéressant. Alors, il y a un Brichot qui est là, qui fait des vannes. Alors, aujourd'hui, c'est les grosses têtes. À l'époque, c'était le médecin de campagne qui venait faire ses petits mots d'esprit. Ah, on va écouter une sonate. J'espère que c'est pas une sonate, c'est un serpent à sonate. Ah, tout le monde rit, etc. C'est un bon mot. Voilà, c'est un peu pauvré, hein, tout ça. Proust, aujourd'hui, il faudrait le râper.
Alors, je vous ai montré Proust en 1906. Maintenant, je vais vous montrer Proust en 2006. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les protagonistes? Il faut changer de lieu, c'est tout. I said the hip hop, the hippie to the hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. Avec la recherche du temps perdu, Proust n'a pas perdu son temps pour nous décrire sa société, celle qu'il fréquentait. Et ça allait de la grande duchesse à la princesse, en passant par le demi-monde, les gens, les bals un peu comme ça, interlopes, etc. Mais c'était son époque, donc ça a bien évolué. Ce soir, on se retrouve dans un milieu qui pourrait être réactualisé par Proust, avec des snobs, des jaloux, des excentriques, des farfelus et des normaux, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. On a un peu la caméra par là. Alors Madame Verdurin aujourd'hui, ça pourrait être quelqu'un de la table ici, parce que ça veut beaucoup se faire remarquer, donc ça a mis des brillants, ça a fait du vernis un peu partout, c'est très bruyant, voilà, ça c'est les Verdurins d'aujourd'hui. Et vous cherchez peut-être Marcel Proust, eh bien, ne cherchez plus. Ça pourrait être moi, en quelque sorte. Lui écrivait, faisait son journal. Moi, je corresponds internautiquement à la radio. Et on résume le spectacle de notre société à nous, à notre manière, chacun. Jean-Paul Enthoverme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, directeur éditorial des éditions Grasset et critique littéraire au Point depuis 1985, date à laquelle vous avez quitté le Nouvel Observateur, et vous publiez La Dernière Femme. Alors, de quoi s'agit-il, La Dernière Femme? Le portrait de 9 femmes, je vais dire, de Louise de Villemorin à Françoise Sagan. On dit 9 muses, 9 étapes, 9 parcours initiatiques qui vous ont fait ce que vous êtes, l'homme que vous êtes aujourd'hui. Et une dernière femme dont je dirais qu'elle est une espèce de malentendu qui reste en suspension dans ce livre. J'aime bien finir avec un commencement. Voilà, et on a ce sentiment effectivement, et on attend d'ailleurs ce qui va advenir. Alors ce soir nous sommes là pour que vous écoutiez une critique et que vous répondiez à une critique. C'est Baptiste Liger qui a fait une critique un peu sévère de votre livre, donc vous allez avoir la possibilité de lui répondre. Donc quand vous voulez, vous démarrez, voilà, vous démarrez et puis vous arrêtez quand vous voulez. Alors on y va. Allons-y. Un livre que je trouve absolument formidable, qui s'appelle Les Enfants de Saturne. Une compilation de portraits d'écrivains, parmi lesquels un portrait absolument formidable de Drieux-La Rochelle. Moi qui m'avais plutôt enthousiasmé, je dois dire qu'en recevant La Dernière Femme, je me disais, Jean-Paul Enthoverme, reprenons la forme de la série de portraits. Au départ, moi, ça m'enthousiasmait plutôt, mais d'un point de vue strictement presque pragmatique et informatif, eh bien, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose. Apprendre. Alors, pardon. Oui. Pardon. Soit M. Liger est très savant, soit je ne vois pas l'autre hypothèse. Oui. Non, parce que je prends l'exemple, il y a une des femmes que je décris qui est Nancy Cunard. À part François Nourricier qui la mentionne dans ses mémoires à défaut de génie, le nom de Nancy Cunard n'a fait l'objet d'aucune étude. Donc je suis frappé également qu'il soit informé des mœurs des frères de Madame de Villemorin. Oui. Quant à ce que je raconte de Françoise d'Orléac ou de Colette Peignot, bon, oui. Peut-être le savait-il, mais alors j'aurais gagné beaucoup de temps en ayant une conversation avec lui. Sur chacune de ces femmes, et pour quiconque ne connaît pas forcément bien leur biographie, le livre est un petit peu ennuyeux, je dois dire, parce que... Alors, moi, un auteur, par définition, n'a rien à objecter quand on dit que son livre est ennuyeux. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que M. Liger et moi, nous n'avons pas la même idée du divertissement et du plaisir. Bien entendu, je parle du plaisir des textes. On se sent absolument largué, car on ne se sent absolument pas concerné, et on le sent que Jean-Paul Enthoverme fait, comme on dit, des private jokes. Non, c'est pas des private jokes. Je mêle
ma propre existence, ma vie, avec mes contemporaines énigmatiques, dont les passions, les désirs, les frustrations me semblaient assez insaisissables. Et effectivement, je tresse l'histoire de ces femmes avec l'histoire des femmes qui leur ressemblaient et qui ont traversé mon existence. Donc c'est pas des private jokes, c'est un mot que M. Lichet doit aimer, c'est de l'autofiction. Oui. Qui nous échappe absolument complètement. Ça, c'est un premier point qui est plutôt gênant à la lecture pour un lecteur non averti. Bon. Autre problème peut-être plus grave, c'est que le livre, sous prétexte d'être un grand cri d'amour lancé aux femmes, eh ben, je trouve qu'au contraire, c'est un livre qui montre ou qui draine plutôt un vrai parfum de misogynie. Je m'explique. Là, je peux pas. Non, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que c'est un livre précieux. On peut dire que c'est un livre même ennuyeux. On peut dire que c'est un livre narcissique, mais misogyne, ça me semble impossible, parce que c'est un livre écrit à travers les femmes. C'est un livre où je me peins à travers leur regard. C'est un livre, si je peux me permettre de dire cette expression Houellebecquienne, c'est un livre écrit dans les femmes. Donc, misogyne, ça n'a, pour ce projet-là, pas de sens. Ah, il a un argument, je crois. Il a un argument ? Je crois. Ah. Elles sont toutes admirables, elles sont admirées, ou elles l'ont été en tout cas. Et ben, malheureusement, Jean-Paul Antoven ne montre pas forcément toutes ces femmes sous leurs meilleures facettes. Le but du jeu n'est pas de montrer les femmes sous leurs meilleures facettes. Vous savez, c'est quoi une très belle femme ? Une très belle femme, c'est une créature très particulière. C'est quelqu'un qui meurt de son vivant. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui meurent d'une mort qui n'interrompt pas leur vie. Donc, bien entendu que ces créatures-là, qui d'ailleurs, je m'empresse de le dire, ne sont pas toutes belles, Françoise Sagan n'était pas une splendeur, Marie Bonaparte non plus, ces femmes-là, évidemment, au moment du crépuscule de leur vie, c'est tragique. Parce que la vieillesse est tragique, parce que la vieillesse des très belles femmes est une tragédie. Il suffit de recueillir un peu leurs confidences pour s'en persuader. On retrouve cette idée de femmes manipulatrices, de femmes surtout qui provoquent le valeur des hommes, et leur splendeur est quand même vraiment atténuée par cette vision presque par moments diabolique. Autre problème. Il y a des femmes diaboliques. Ça, je revendique, et ce n'est pas être misogyne que de le constater. Le diable, vous savez, le diable, ça veut dire quoi ? L'étymologie de diable. La diabolie, chez les Grecs, c'est ce qui divise, c'est ce qui porte la division. Or, effectivement, ces femmes-là ont divisé. Elles ont divisé le père avec le fils, les amis entre eux, les familles ont été explosées. Oui, la dimension diabolique des femmes fait partie de leur essence, et notamment il y a un personnage magnifique dans le livre qui est la Louise Brooks, qui a incarné à l'écran Loulou, et la Loulou c'est le diable. Et ça, on ne montrera pas de l'idée que ce n'est pas franchement un défaut. C'est un problème de style, car le style montre un certain brio. Là encore, on voit que Jean-Paul Antoven a lu Fitzgerald notamment, il a lu les Hussards, il a tiré des leçons de ça, bon, c'est plutôt bien. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ce style assez flamboyant est une réponse à la domination féminine par, d'une certaine manière, une domination stylistique et par un brio qui est presque gênant. Il y a une thèse. Ça c'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Donc si je comprends bien notre interlocuteur, il dit donc que j'aurais le désir de reprendre le pouvoir par le style. Alors là, je pose juste une question. Depuis quand le non-pouvoir passe-t-il par un style relâché ? Est-ce qu'il faudrait écrire trash pour prouver son amitié avec l'autre sexe ? Deuxièmement, il y a quand même une femme comme Louise de Villemorin ou Françoise Sagan n'était pas genre de femme à se laisser impressionner ou emprisonner par un style, à supposer que j'en ai un d'ailleurs. Elles aimaient recevoir des lettres d'amour plutôt bien tournées, il me semble. Donc l'idée que l'on puisse reprendre le pouvoir par la fermeté d'un style est une idée dans l'absolu intéressante, mais
Pas approprié. Pas approprié. En tout cas, ce livre, c'est un livre où c'est pas un livre sur la guerre des sexes. C'est pas un livre sur le pouvoir que les hommes et les femmes exercent l'un sur l'autre à un moment de leur vie. C'est très compliqué d'écrire un livre qui se situe en deçà ou au-delà de cette vieille affaire humaine. Le style qui voudrait être chic n'en est que Ça non. Chic, non. Non. Beau, empoulé, précieux, ce qu'il veut, mais chic, non. Chic, c'est un mot de plouc. Oui. cheap, en fait. Donc je n'ai qu'un mot. Cher Jean-Paul Enthoven, reprenez-vous. J'attends la suite des Enfants de Saturne avec une grande impatience. Alors, la suite des Enfants de Saturne, il l'attend, mais il l'a entre les mains. Oui. Puisque c'est vraiment un livre né d'un autre livre, donc il l'a entre les mains. Et s'il me demande de me reprendre, je crains de le décevoir, mais pardon, cher Baptiste Liger, je crois que je m'en remettrai. Bon voilà, c'était le dernier mot. Il y a toujours un dernier mot de notre invité aux critiques. Alors je rappelle le titre de votre livre, La dernière femme. Et moi, je suis d'avis qu'il peut encore monter dans les classements. Permettez-moi de serrer la main cependant. Un auteur contemporain nous transmet sa passion pour un auteur classique. Aujourd'hui, Alexandre Jardin nous parle de Paul Morand. Dans son dernier ouvrage, Le roman des jardins, Alexandre Jardin revient sur son histoire familiale. Il nous révèle des anecdotes incroyables sur sa tribu qui vont du plus tendre au pire loufoque. Ce qui a peut-être conduit l'auteur à faire préciser dans le 4e de couverture « roman vrai ». Parmi ces anecdotes, le déjà fameux perroquet de Morand. J'ai hâte de connaître la nature de la passion d'Alexandre Jardin pour Paul Morand, cet académicien, écrivain qui a pris des engagements plutôt étranges. D'ailleurs, il a refusé que l'on publie son journal intime jusqu'en 2000. Il est vrai qu'à la lecture de ce journal, on retrouve bien sûr le grand écrivain, mais parfois on décèle chez l'homme des prises de position qu'on n'est pas certain de vouloir partager. Alors, quel est le Paul Morand d'Alexandre Jardin? De quelle nature est cette passion? Et surtout, comment va le perroquet? Morand, en gros, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que c'est la perfection. C'est la perfection du style. Et c'est l'homme de tous les paradoxes, de toutes les contradictions, puisque c'est à la fois un type qui est d'un racisme effrayant, et en même temps un des seuls écrivains européens qui passe ses nuits dans Harlem et qui se passionne pour la culture noire des années 20, des années 30. C'est un type qui est l'incarnation même du réac, et en même temps c'est l'homme qui incorpore toute la modernité dans les littératures. Au moment où le XXe siècle plonge vraiment dans la modernité, c'est un type qui est fou de sa femme, qui a écrit la plus belle phrase de dédicace qu'on puisse écrire à une femme, puisque je me souviens plus dans quel roman, mais il dit à Hélène, ma femme, mais dédie-t-on un livre à qui l'on dédie sa vie. Et en même temps, il trousse la terre entière, dont ma grand-mère. C'est un type donc qui est tout le temps, complètement paradoxal, complètement à la fois odieux, insupportable. Il est totalement civilisé et en même temps c'est un barbare. C'est un type très mal élevé au fond. Je veux dire, donc une somme de paradoxes. Et puis c'est avant tout le type qui fait rentrer notre langage moderne dans la perfection stylistique. Et je trouve que si on a envie de découvrir Morand, il faut commencer par ses voyages. Je vois ici qu'il y a un texte de New York. Il faut lire New York. New York, je vais vous lire quelques extraits. C'est phénoménal. C'est le canyon du bas Broadway, à ce bruit spécial des rues à gratte-ciel qui sont plus creuses, plus chantantes que les autres et dont la couleur aussi est différente. Traversée par un jour avare où des faisceaux de soleil brisés pénètrent avec peine la poussière suspendue dans l'air. Ces falaises, droites comme des cris, rejetées en arrière par une perspective outrée, doit-on les appeler des maisons? Elles ne grattent pas le ciel, elles le défoncent. C'est encore plus puissant que la description de New York qu'on trouve dans Le Voyage au bout de la nuit. C'est stupéfiant. Toutes les pages sont comme ça. Il décrit par exemple les ascenseurs dans les gratte-ciel.
Il rentre dans un gratte-ciel et il dit « Dès que nous avons pénétré dans le hall de marbre et de granit poli, de jeunes Amazones en livrée amarante ouvrent la porte en cuivre lisse d'un coffre-fort qui se trouve être un des 28 ascenseurs. Ce chemin de fer vertical, en moins d'une minute, me dépose au 56e étage. Aveuglé par l'Atlantique ensoleillé, je me trouve en plein ciel, à une hauteur telle qu'il me semble que je devrais voir l'Europe. » Tout est renversant. Alors, il y a une espèce Enfin, moi, c'est vraiment un des auteurs qui me stimule le plus. Parce qu'en même temps, il n'est pas, en étant d'une certaine façon moins grand que Proust et Céline, c'est un type qui ne ferme pas, qui n'est pas un cul-de-sac. C'est un auteur extraordinairement stimulant. On peut encore s'aventurer derrière lui, alors que les deux grands monstres ont fermé leur propre territoire. Mais il y a pour moi une énorme question. Comment se fait-il que ce type, totalement génial, finalement est inférieur aux deux autres? Et je crois que c'est dû à la sécheresse de cœur. C'est-à-dire qu'on a un génie complet, on a un Titien de la littérature, mais qui a un cœur sec, et qui le paye de la pire façon. Et tu évoquais tout à l'heure son journal, et son journal révèle un type qui a un cœur sec. Et ça, aucun écrivain, au fond, aussi génial soit-il, ne peut s'en remettre. Mais il faut lire New York. Il faut commencer par New York. Et le perroquet, alors? Le perroquet, il se trouve que Morand, un des héritiers de Morand, principaux, il se trouve que c'est un de mes oncles. Donc on a hérité d'une partie de Morand, enfin, mon oncle. Et dans le lot, il y avait un perroquet qui appartenait à Morand, qui imitait la voix de Morand. Et comme pendant des années, il avait été l'amant de ma grand-mère, pendant des années, après la mort de Morand, s'endormait le soir avec la voix de Paul Morand dans sa chambre. Elle couchait avec la voix de son amant. Voilà, donc d'où le perroquet de Paul Morand. D'accord. Bon, est-ce qu'elle l'a remplacé par quelqu'un d'autre, ce perroquet? Elle était relativement âgée à ce moment-là. L'écrivain britannique Jonathan Coe, que l'on a découvert en 1998 avec Le Testament à l'anglaise, est célèbre pour ses romans désabusés sous l'ère Thatcher. Il est de passage à Paris pour son dernier ouvrage, Le Cercle fermé, paru chez Gallimard, où il reprend les personnages de Bienvenue au Club 20 ans après. Le ton de Jonathan Coe est tout aussi désabusé sous l'ère de Tony Blair. Dans son journal intime, il dit sa profonde tristesse à avoir échoué à transformer le monde et sa vie. Il n'aime pas l'héritage qu'il nous laisse, mais il le dit avec une telle élégance. An ordinary person with a sense of humor, friendly, tries to be a good father to his children, and only really happy when I'm by myself and writing. The quality I most like in a man, femininity. Loyalty, a sense of shared history, sympathy, sense of humour. There are a few friendships I've had now for 20 or 25 years, and I'm sort of proud of those as achievements as much as I am of my novels or anything like that. And it takes work to keep a friendship going. And there have been arguments and there have been periods where we didn't want to see each other and that sort of thing, a bit like a marriage. But we've, myself and these friends, we've stayed loyal to each other, and that's important, I think. The new film by Ang Lee called Brokeback Mountain, which is about two cowboys, two gay cowboys who have a love affair early in their life, and then they're in denial of their own sexuality and they get married and the marriages are unhappy, and you follow these guys' lives for about 20 years. The great love story of their lives, which is their love for each other, has only happened very occasionally at tiny intervals when they've been able to get away from their wives and families, and when they've been able to meet and go into the mountains and hang out together and make love and this kind of thing. It's a beautiful film. I laugh a lot and tell jokes a lot in social situations. In fact, when I go out with friends, all I want to do is tell jokes, really, and not have a serious conversation about anything.
I also have very simple tastes in humour. I don't like sophisticated humour. I used to love the Naked Gun films with Leslie Nielsen playing this cop, and it's real slapstick, really stupid jokes, but it made me laugh. I love Laurel and Hardy. Laurel and Hardy make me laugh. I like Tex Avery. I think is funny. Tom and Jerry, I think, are funny. I've become very lazy. I don't read as much as I should. I don't listen to as much new music or see enough new exhibitions as I should. And I'm trying to start writing a new novel, and every day I set myself the barrier for what I should achieve gets lower and lower and lower. You know, it used to be 2 pages, then it was 1 page. And now if I just write a couple of sentences, I think, well, at least the day hasn't been completely wasted. I was prey to nostalgia even when I was, 15 years old. I was already nostalgic for when I was 14. And it's been going on ever since, getting worse and worse. Well, I think this book is darker than my others. And I remember when it was finished, I sent it to my agent, and he called me about it and said that he liked the book, and he said, do you realize that there are, from page 220 to page 390 or something, 180 pages or so, there are no jokes and there's no humor. And I said, well, I hadn't noticed that, but if you say so, that's the case. And he said, well, that's not what your readers expect from you. Do you want to put some more jokes in or lighten the tone a little bit? But it seemed right to me. That was how I wanted the book to be. I can't imagine perfect happiness in this life. I was going to say kind of perfect rest, not having any thoughts in your head, not having any worries. So maybe I mean death. That's a pretty dark note to end on, isn't it? So either death or watching a Leslie Nielsen film. Take your choice. I think the first thing I'd like to say to them is I'm sorry for this shitty thing that we're giving you now. With the environment on its last legs, probably going to be another war, terrorism, total misunderstanding between different faiths and different cultures, We screwed up. Sorry. Make the best of it you can. Anne Henner, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 25 ans à peu près. Un petit peu plus. Ouais. Un peu plus, oui. Bon. Après un passage à la Sorbonne, vous avez fait des voyages, comme il est indiqué dans votre biographie, et vous avez une mansarde sous les étoiles. C'est à peu près tout ce qu'on sait de vous. Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir de plus ? De plus, voilà, un goût immodéré pour les voyages, pour l'histoire aussi, et enfin pour l'écriture. Hein. C'est vrai que l'écriture, on vient à la lecture comme on vient à l'écriture. Moi, le premier livre dont je me souviens, c'était Italo Calvino, le Baron Perché. Voilà, et moi j'avais concentré toute l'ambition que j'avais à cette époque dans les branches du cerisier qu'on avait dans notre jardin. Et c'est vrai que quelque part, l'écriture, c'est un moyen de rester perché dans cet arbre et de ne pas en redescendre. Voilà. Alors voilà, maintenant on va parler de Quinca. Alors Quinca, je vais essayer de résumer le livre. C'est l'histoire de la Tremblote, un jeune adolescent qui a 17 ans et 3 mois et qui a surtout une maladie incurable qui le cloue dans un fauteuil. Et on va suivre son itinéraire pendant quelques mois. Jusqu'à la fin, je le dis parce que ça n'est pas l'enjeu du livre de savoir si oui ou non il aura une fin telle qu'elle est annoncée. Et on va, à travers ce livre, faire plus que suivre, l'itinéraire d'un handicapé. C'est pas du tout ça que vous avez voulu écrire. C'était quoi votre projet ? Mon projet, avant tout, c'était de raconter l'histoire d'un adolescent normal confronté à une situation qui ne l'est pas du tout.
Et c'est vrai que bon, entre sa maladie génétique, une mère surprotectrice et une sœur qui est complètement frappadingue, moi je l'ai habillé pour l'hiver. Et c'est vrai que ce personnage, moi je le vois comme un oignon. Au fil des années, voilà, il s'est recouvert de couches successives entre lui-même et les autres. Et quelque part, sa maladie, c'est ça qui va lui permettre de se mettre à nu, de se redécouvrir et de se dépioter en fait de tous ces préjugés qu'il pouvait avoir. Parce que je voulais surtout pas que ce soit une icône. C'est pas parce qu'on est dans un fauteuil qu'on est, voilà, qu'on a une auréole. Et je voulais surtout pas le victimiser. Je voulais qu'on s'y attache, non pas à cause de son handicap, par pitié, mais vraiment parce qu'il avait sa propre dimension et qu'il avait sa propre histoire. Ça commence, on va dire, dans son établissement, où là, il est agressé par ce qu'on appelle la racaille. Il y a une scène assez violente, où, parce qu'on voit que la méchanceté s'exerce entre eux également. Voilà, en fait, la racaille, entre guillemets, du lycée, eux aussi, ils sont handicapés, ils ont leur propre faiblesse. Et quelque part, ils répercutent sur le narrateur qui est surnommé la Tremblote, justement, cette douleur, le regard qu'ils ont sur la société, c'est aussi le regard qu'on leur renvoie. Et cette dureté, ils la répercutent sur leur entourage et sur des gamins qui sont plus faibles qu'eux. Alors, ils vont partir comme vers une colonie. Alors, un petit groupe, ils sont une petite bande, une espèce de quartet déclopé, là, oui. Ils partent avec un combi Volkswagen, parce qu'il y a toujours derrière tout ça un animateur ou quelqu'un qui les prend en charge. Il y a une espèce de bonté chez cet animateur. Voilà, Paul, c'est une sorte de beatnik sur le retour. Voilà. On pourrait le voir comme un adepte du New Age, et lui, c'est vraiment l'adepte de la pensée positive. C'est vraiment le type qui a foi dans la vie, dans les gens, et qui va porter le narrateur, qui va l'aider justement à se découvrir, parce que c'est vrai, vous parliez d'un roman initiatique, mais c'est ça. C'est l'apprentissage de la vie, à la fois par lui-même et aussi grâce aux autres, grâce à Lulu aussi, son meilleur pote qui est fan de blues comme lui, et donc grâce à Paul, le surveillant. Alors ils vont avoir voilà, quand on dit initiation, c'est qu'il y a quelques moments un peu difficiles. On est sidéré parce qu'on décide de leur faire du cheval. Alors lui, bien sûr, comme il a la tremblote, il met le doigt dans l'œil du cheval et puis il est éjecté dans le purin. Il y a aussi une scène, enfin moi il y a une scène que je trouve absolument extraordinaire, c'est le bain. C'est-à-dire qu'il les emmène à la mer et il y a cette fameuse machine qui s'appelle Nemo qui permet aux handicapés de les emmener jusque dans la mer et de pouvoir tout à coup être comme autonome ou en tout cas être porté. Voilà, il a l'impression de découvrir son corps. Cette machine, c'est ce qui lui permet enfin de flotter et de redécouvrir son corps qui n'est plus en définitive un instrument de souffrance et qui devient en fait matière d'éblouissement. Il a l'impression de ressentir le cœur de la mer, le cœur de ce qui l'entoure et de ne plus être dépendant des autres, parce que c'est ça la première chose dont il souffre, c'est d'être dépendant. L'adolescence, théoriquement, c'est le moment où on prend du recul par rapport à ses proches, à son entourage, et lui, avec sa maladie évolutive, c'est tout le contraire, il en est de plus en plus dépendant. Et il se retrouve prisonnier quelque part aussi de ce corps-là. Mais il est prisonnier aussi de ses désirs, parce que c'est quand même un adolescent, il y a des jeunes filles autour de lui, et il est complètement frustré de cette envie tout à fait naturelle. Voilà, c'est un adolescent normal, voilà. Et simplement c'est la situation à laquelle il est confronté qui est complètement anormale, mais ça n'empêche pas d'avoir des besoins, des envies, d'avoir envie de tomber amoureux, de reconnaître une belle fille quand il en voit une. Et voilà, c'était encore une fois, moi je voulais pas le victimiser, je voulais pas en faire une icône, et je voulais en faire simplement un individu normal qui simplement ne peut pas s'exprimer forcément comme les autres et qui a besoin de se sentir vivant. Ouais. Alors c'est un individu normal qui va vers l'inéluctable, mais en chemin qui nous aura appris beaucoup de choses. Moi je voulais vous dire un Nenner que j'ai adoré, vraiment ce livre, K1K aux éditions La Dilettante, et j'attends beaucoup du deuxième roman d'Anne Lehner. Vraiment, et je crois que beaucoup de gens vont vous attendre parce que j'ai le sentiment qu'il vient de se passer quelque chose. Moi, j'ai le sentiment très simple, très bête, d'avoir rencontré un écrivain. C'est pas mal, non? Oui, ça me touche énormément, surtout le nom de vous. C'est vrai, en plus, en tout cas, je vous salue. Merci. Ah oui, c'est très sincère. Chloé, je crois que c'en est terminé pour ce soir. J'espère que tu as apprécié. Il y a eu de l'ambiance, hein, tu as eu du mouvement. Alors, moi, je voudrais, avant qu'on se sépare, te conseiller un livre, donner un petit coup de pouce à Valérie Tongklong pour Noir d'or chez Grasset. Ce livre-là, sommairement, qu'est-ce qui se passe? On est à New York, un après-midi doux, il fait très très chaud, et tout à coup, l'électricité s'arrête. C'est quelque chose qui est déjà arrivé à New York. Et j'allais dire, comme dans toutes les histoires, c'est à partir de cet événement-là que tout va changer pour trois personnages qui sinon se seraient jamais rencontrés. Alors on peut considérer que c'est un début de roman un peu banal, mais l'écriture
de Valérie Tongkong. C'est un livre, en tout cas moi, que je te recommande. Je t'en dis pas trop parce que j'aimerais que toi, après que tu l'aies lu, tu me donnes ton avis. Voilà, ça s'appelle Noir dehors. Il y a beaucoup de lumière à l'intérieur et tu vas voir, ça donne envie pour tout un chacun qu'à un moment, l'électricité s'éteigne et l'aventure commence. Tiens. Merci, c'est gentil. Voilà, bah, je crois que nous aussi, on va On va couper y la aller. lumière et on va y aller. Hein. C'est l'heure. Merci. À bientôt. Bah, la semaine prochaine. D'accord, au revoir. Ah, mais le monsieur en bleu, il est passé.